Iman Kadir, vous êtes très jeune, à peine 16 ans, et vous avez publié un recueil de poèmes, Devenir. Depuis quand écrivez-vous et pourquoi des poèmes? Franchement, vous dire, j'écris depuis aussi longtemps que je peux me rappeler, mais je le fais consciemment depuis, disons, un peu plus de 2 ans. C'est-à-dire depuis que j'ai 13 ans et demi. Donc je dis souvent que j'ai pas choisi la poésie, mais plutôt c'est la poésie qui m'a choisi. Quand je m'assois avec ma plume et mon papier, je ne sais pas de quoi m'attendre. Et il me paraît que ça finit souvent comme un poème. Donc moi, je suis là, c'est carrément imprévisible. Quels sont les thèmes que vous abordez dans votre recueil? C'est assez éclectique. Comme suggère le titre Devenir, c'est un séjour par lequel on devient. Moi, étant moi-même une jeune, étant moi-même en découverte de soi, avant d'être pour mon audience, le message est d'abord pour moi. Les mots sont une façon afin que je grandisse. Donc, les mots m'écrivent, on peut le mettre comme ça. Les mots m'écrivent et à travers ça, je grandis. C'est comme, on peut le voir comme une plante qui est nourrie avec le soleil et la pluie. Et similairement, je suis nourrie avec mes mots. Donc j'ai décidé d'écrire Devenir quand j'étais pendant ma période d'examen de la Forme 5. Et j'étais là avec mon carnet et j'ai décidé d'écrire un livre. Ça allait se produire maintenant et ça allait commencer tout de suite. Donc j'ai écrit Devenir dans une période de 2 mois, brièvement. Et j'ai couvert plusieurs thèmes, allons dire. Je me suis retrouvée avec beaucoup de poèmes parlant de l'amour, les fléaux de la société aussi. Et surtout, chaque poème dans Devenir est dédicacé à la personne qui m'a inspirée. Parce que moi, je pense que je suis juste l'intermédiaire par laquelle les mots viennent. Je suis juste la personne qui écrit. Mais franchement, vous dire, la personne ou la chose qui m'a vraiment inspirée, c'est celui qui a droit au crédit. Je vois que le recueil est accompagné de plusieurs illustrations. Effectivement, j'ai rencontré Valentina, celle qui a illustré Devenir, et sur une plateforme connue comme Upwork. Et ensemble, nous avons travaillé à faire Devenir comme un petit bouquin rempli d'énigmes pour amener la curiosité du lecteur à le format d'un livre, qui était autrefois considéré comme très important. Donc, même la structure du livre est en poème, en d'autres mots. Qui sont les auteurs et quels sont les livres que vous aimez lire ou relire? Donc, je suis vraiment reconnaissante d'avoir été tout le temps encadrée avec des livres par mes parents. Et j'ai été née avec, on peut presque dire que j'ai été née avec un livre dans la main. Donc, des auteurs tels que Khalil Gibran, avec ses ouvrages comme The Prophet, The Madman, Elif Shafak, Rumi, Shamsi Tabriz, The 40 Years of Love est un autre livre qui m'a beaucoup influencée. Ernest Hemingway même, un classique de la littérature qui m'a beaucoup influencée aussi. Et ce sont ces livres que, à chaque fois que je les lise, j'apprends quelque chose d'autre, malgré que je peux lire vraiment les mêmes mots. Et donc voilà, j'ai rajouté ma petite touche à ma bibliothèque. Jason Lingaya, Tom Caméléon, que vous avez fait paraître, est une adaptation de Tom Sawyer de Mark Twain, comme c'est écrit sur la couverture du livre. Comment avez-vous eu l'idée de l'écrire? Donc, je suis enseignant de formation et j'ai travaillé avec les élèves de pré-vocationnel pendant environ 18 ans. Et on a utilisé beaucoup le créole dans notre pédagogie. Et en 2004, on a reçu une formation en créole et à partir de là, j'ai commencé à enseigner le créole écrit aux élèves. Et je dois dire que le créole, ça a un peu commencé avec le prévocationnel, hein, le créole écrit, je veux dire, avec les élèves. Et puis c'est passé au tertiaire, et puis c'est revenu au primaire et maintenant c'est au secondaire. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu l'occasion de regarder le dessin animé comme plusieurs Mauriciens
Tom Sawyer, qui passait tous les après-midi, je me souviens, c'était les années 80. Et ça m'avait marqué déjà à l'époque. Okay? Et puis, j'ai eu aussi l'occasion à cette époque-là d'aller camper, parce que mes grands-parents avaient un campement à Poissafayette. Et j'ai eu l'occasion de vivre un peu de certaines petites aventures comme ça. Il y avait toute cette faune marine que j'ai appris à connaître. Il y avait les pêcheurs de l'endroit. Il y avait aussi un bois à côté où on allait faire la cueillette de prunes. Donc, c'est tout un monde comme ça que progressivement j'ai appris à connaître. Et quand finalement, je me suis mis un peu à la tâche, ça veut dire à travailler sur le texte, tout ça m'est un peu revenu. Et évidemment, j'ai lu le livre de Mark Twain plus d'une fois. Tom Caméléon, c'est un récit d'aventure, de trésors, de chauves-souris et même de longanisses. Je suis à plusieurs moments comme ça, la trame qu'a déjà sur laquelle a travaillé Mark Twain pour son texte. Mais seulement, il se trouve que je change le contexte et je le transfère à Poissafayette. Okay? Et Poissafayette, il y a deux trucs bien importants à Poissafayette. Il y a la mer d'un côté et de l'autre côté, il y a les marécages, il y a le bois, il y a tout ça. Donc l'histoire à ce moment-là, elle garde un peu ce cachet de Tom, l'enfant qui ne veut pas aller à l'école, qui préfère aller s'évader, et son ami Huck qui l'accompagne. D'un autre côté, je dépeins un petit peu deux, trois trucs que j'invente, comme par exemple, Joe l'Indien devient Joe Longanis. Parce que c'est des trucs un petit peu propres à notre culture ici à Maurice. Donc les longanisses, c'est un peu mystérieux et c'est un peu effrayant. Donc Tom est effrayé il est impressionné par Dieu, mais disons qu'il va quand même essayer de lui jouer des tours quand même. Il y a évidemment dans ce livre plusieurs illustrations. Elles sont de Terence Kelly. Donc, Terence, je le connais depuis l'enfance. Donc, il a toujours été attiré, passionné par le dessin. Donc, il signe une vingtaine de dessins pour Tom Caméléon. Comme vous pouvez voir, c'est des dessins de très bonne qualité. Okay? Et on a travaillé ensemble comme ça. Je lui ai proposé des idées. Et lui, à ce moment-là, je lui ai laissé libre de laisser un peu la magie de son crayon faire le reste. Chapitre 10, Caméléon. Dans la rivière Diamant, Tom tire par douzaines camarons. Avec Huck, il tilapia et black bass. Dans la mer, il tire vielle, anguille et crabe. Dans saison tang, il tire maïtang. Il y a aussi plein de fruits sauvages dans Grand Bois. Goyave, jamblon, papaye, mangue, prune. Enfin, la vie de Marie Serrier. Aussi, à force fréquente PCR, il peut développer pareil une manœuvre maçon, qui fréquente un ouvrier. Quand il exote, il cause beaucoup. Il observe et il écoute. Ban PCR, tu apprécies ça. Je t'ai toutes sortes de trucs. Par exemple, plusieurs façons de faire un nez, poitas un hameçon, ou bien comprendre la marée, veille la brise, check courant, guette des étoiles, prend repère, morceau brisant. Robert Furlong, ancien président de la Fondation Malcolm de Chazal, je vous demanderai de présenter cette nouvelle édition de Petrus Mock, de Malcolm de Chazal, parue à l'Atelier des Nomades de Corinne Fleury. Et nous sommes à la librairie Petrus Mock, au Hennessy Park Hotel.
Absolument. Ce n'est pas une coïncidence parce que l'île Maurice entière est Petrus Mock. Alors, pour répondre à cette question, je dirais que c'est une excellente initiative que de rééditer Petrus Mock. Il y en a eu 4 d'éditions. La toute première, 1951, et en 1951, c'est Tommy Esclapon, le maître de l'édition mauricienne, tellement ça a été un personnage essentiel de notre littérature. Et lorsque Petrus Mock sort, Chazal le remet un exemplaire à un journaliste du Cernéen et il lui dit « Attention, jeune homme, c'est de la bombe atomique ». Pour dire à quel point c'est chargé de choses importantes pour toute la philosophie chazalienne. Ensuite, ça a été réédité en 1974 par La Table Ovale, un groupe d'éditeurs mauriciens. Puis ensuite par Léo Cher qui rêvait de faire les œuvres complètes de Malcolm de Chazal en 25 volumes. Malheureusement, il s'est arrêté au bout du 10e. Et donc voilà Corinne Fleury de l'Atelier des Nomades qui revient avec Petrus Mock dans une édition 100% mauricienne, je dirais, à nouveau. Et c'est vraiment faire œuvre utile parce que c'est le poème de l'île Maurice, je peux dire ça comme ça, le poème de l'île Maurice. Chazal écrit Petrus Mock en 1950. Il écrit Petrus Mock dans une espèce de fièvre. Et cette fièvre est née à Souillac, à la Nef, la maison de Robert-Édouard Hart. Un après-midi de mai-juin 1950, Chazal rend visite à Robert-Édouard Hart, accompagné d'Hervé Masson, le peintre, dont on fête le 100e anniversaire cette année. Et les voilà qui se mettent à discuter autour d'une table, autour d'un verre. Et Robert-Édouard Hart raconte à Malcolm de Chazal qu'un notaire réunionnais, Jules Hermann, a écrit un ouvrage s'appelant « Les révélations du grand océan », dans lequel ce notaire révèle que l'île Maurice, les Mascareignes, seraient les pics émergents d'un continent englouti. Chazal est bouleversé. Il sort de cette rencontre avec Hart et Masson, éternisé d'ailleurs parce que Masson a fait un petit croquis de cette rencontre-là. Il est bouleversé parce qu'il se dit, mais un continent englouti sous nos pieds, ça veut dire que nous marchons sur des cultures, nous marchons sur des tombes, nous marchons sur des civilisations. Et cette frénésie lui prend de se dire, mais est-ce que ces gens-là nous ont laissé des messages? Et Chazal se met à arpenter, je dis bien arpenter, marcher tout autour d'île Maurice pour essayer de savoir quels sont les messages qui nous ont été laissés par les habitants de ce continent, la Lémurie. Et Petrus Mock rassemble tout ce qu'il a découvert comme étant les signes de la présence de Lémuriens, d'habitants de la Lémurie, en dessous de nos pieds. Et les Lémuriens, d'après Chazal, mais je pense que quelque part en poésie, il a tout à fait raison, les Lémuriens nous ont laissé des messages taillés, sculptés dans les montagnes. Robert, Petrus Mock est bien dans la liste des 3 livres de Malcolm de Chazal, Ali et d'urgence. Absolument d'accord avec vous. Alors, je crois qu'on peut prendre les 3 titres qui sont très complémentaires. Le premier, bien sûr, c'est Sens plastique. Sens plastique qu'il a révélé aux yeux du public parisien, notamment au moment d'un surréalisme qui était en train de mourir de sa belle mort. Chazal, tout d'un coup, arrive avec une proposition poétique tout à fait nouvelle avec Sens plastique. Sens plastique, c'est le livre des couleurs. Et puis, le deuxième chef-d'œuvre, c'est Petrus Mock. Petrus Mock, qui est le livre de l'île Maurice et qui est le livre qui annonce les formes de sa peinture. Il ne peint pas encore. Il n'a pas touché un seul pinceau de sa vie et il ne le commencera qu'en 58, 7 ans après. Mais si Sens plastique, c'est déjà le livre de ses propres couleurs qu'il va exprimer dans sa peinture, Petrus Mock, c'est le livre des formes des montagnes, des cocotiers, des philaos, des maisons coloniales, de tout ce qui va être le corps de sa peinture 7 ans avant. Donc c'est vraiment la deuxième œuvre capitale. Troisième œuvre capitale, je dirais, c'est Sens magique. Sens magique qui est la poésie à la Chazal, c'est-à-dire ce sont
un peu des aphorismes qu'il a retournés dans un jeu linguistique qui devient un poème. Mais, ceci dit, nous sommes en train de faire une petite liste courte de 3 œuvres sur 56. 56 œuvres entre les pièces de théâtre, les livres de pensée, les essais métaphysiques, et puis ces tableaux, ces milliers de tableaux qui racontent la lumière de l'île Maurice. Le corps de garde, dans son personnage, est sculpté par la main de l'homme. Oui, 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 sculpté. Tout cela est clair à cause de ceci. Qui contourne tout mont, toute arête de pierre, tout pic pétré, toute roche, quelle qu'elle soit, voit le visage de la pierre prendre d'autres visages. C'est la loi universelle de la roche, cette variation. Or, le corps de garde, vu de 4 bornes, de la Louise, de la Rivière Noire, de partout enfin, reste identique à lui-même. Un seul et unique personnage qui n'a qu'un corps pareil à soi et qu'une seule expression dans tous les sens. Le mont taillé, lui, travaille tout autrement et varie avec les angles de vision. Le corps de garde ne varie point et donne un être unifié et unique et identique à lui-même. De quelque angle se place-t-on pour le voir? Donc, cette partie du mont a été taillée. Petrusbok existait, a été habité par des tailleurs de montagne. Alain Heide, Indigo est une revue culturelle de l'océan Indien. Alors, depuis quand et comment est-elle éditée? Donc il faut reprendre les choses en ordre, à savoir que Dominique Hess est en fait le fondateur de la revue. C'est lui qui est le directeur de publication. Donc c'est lui qui lance l'aventure. C'est quelqu'un qui aime la culture, qui aime les lettres, qui aime les artistes et qui a voulu, on va dire, se faire plaisir. Il a voulu créer un beau produit d'édition qui serait une revue qui ressemblerait un peu à un livre et qu'on aurait plaisir à avoir dans sa bibliothèque. Donc c'est lui l'initiateur, c'est lui qui lance l'idée. Il est aidé en cela par Marie-Thérèse Casal à La Réunion. Cette revue qui au départ est réunionnaise va s'implanter également à Madagascar. Ils vont créer une rédaction malgache avec une dizaine de collaborateurs. Et ensuite, Dominique Hess et Marie-Thérèse Casal ont l'idée de s'implanter, si on veut dire, à Maurice. Donc d'ouvrir un Indigo, une rédaction mauricienne. Et je suis rédacteur en chef de cette partie mauricienne, on va dire. Donc je travaille avec des artistes, avec des journalistes, avec des peintres de Maurice, mais pas seulement mauriciens. Moi-même n'étant pas mauricien, donc je mets un point d'honneur à estimer que la culture, c'est tous ceux qui la font. Alain, pourriez-vous nous présenter brièvement les 4 numéros d'Indigo parus jusqu'ici, en particulier le numéro 4? Bon, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que chaque rédaction est autonome, donc chacun apporte ce qu'il veut apporter. Il n'y a pas une direction centrale qui impose telle ou telle ligne rédactionnelle. Donc chacun est libre. Donc ce qu'on trouve dans chaque numéro, ce sont par exemple des poèmes, ce sont des nouvelles, ce sont des articles critiques, des interviews. On a aussi des peintres qui nous donnent des œuvres à voir, regarder. Il y a aussi des articles de fond plus sociologiques ou d'histoire. Donc c'est vraiment une revue qui brasse large, au sens le plus large du terme justement, et qui est entre le journalisme, on va dire, et la revue, la collection de textes d'auteurs. On est entre les deux, quoi. Par exemple, dans le dernier numéro, dans la section réunionnaise, on a un article sur le comte de Lille, un poète un peu oublié, on va dire, dans les manuels scolaires en France, mais qui est un poète réunionnais, en fait, qui a des liens très forts avec la Réunion, avec les îles, la culture des îles. Donc on a une très belle étude sur le comte de Lille. En poésie, on a la poétesse Annie d'Arancourt, qui est moins connue, on va dire, qui nous donne des inédits, qui sont superbement illustrés.
Côté mauricien, on a Ananda Devi qui nous a parlé de cette dernière contribution à un ouvrage collectif qu'elle a fait sur le thème des réfugiés. Dans la section de théâtre, un portrait de Miss Laine Duval, bien connue à Maurice évidemment. En musique, on a un reportage tout à fait passionnant sur la valia, qui est un instrument de musique traditionnel malgache. Dans la rubrique bande dessinée, on a donc l'interview d'Éric Cou, mauricien, qui vit aujourd'hui en Australie depuis une quinzaine d'années. Ça, c'est pour la section art. On a une section culture, tradition, modernité, donc qui sort un peu des domaines culturels classiques, on va dire. On a par exemple des articles de gastronomie, donc ça peut être étonnant, donc des portraits de chefs en fait. On a en histoire un très bel article de Joël Toussaint sur le Jardin de la Compagnie, donc l'origine du Jardin de la Compagnie, avec des inédits, avec très documentés aussi, plus approfondi et plus sociologique. On a dans la partie malgache toute une étude sur le sacrifice rituel, les sacrifices rituels, donc qui sont un peu en résonance avec les autres îles, mais c'est très malgache bien évidemment. Et en patrimoine et tradition, je citerai aussi un portrait de Rechad Jafarbek, j'espère que je prononce bien, qui est l'homme des tablas, on va dire, à Maurice, hein, qui a joué avec Alan Stivell, etc., qui est un très grand musicien. On a aussi donc d'autres sections, comme des carnets de voyage, par exemple. Donc c'est très divers, c'est très divers. Il est clair que sur à peu près 400 pages, on est sûr de trouver son bonheur, quoi. Dans l'actualité du livre, je vous présente 2 livres. Le naufrage des civilisations, un essai d'Amin Maalouf, et un autre essai, Les enfants du vide, de l'impasse individualiste au réveil citoyen, de Raphaël Glucksmann. Le titre du dernier essai d'Amin Maalouf ne cache rien de sa portée. Il n'hésite pas à professer que les ténèbres se sont répandues sur le monde quand les lumières du levant se sont éteintes. Amin Maalouf organise sa réflexion morale autour de quelques dates clés depuis sa naissance au Liban en 1949 jusqu'à nos jours. La progression de la pensée de l'auteur part ainsi d'une région du monde, celle qu'il a quittée pour vivre en France depuis 40 ans, mais à laquelle il reste très attaché par les racines maternelle et paternelle. Le Beyrouth de sa jeunesse apparaît donc non pas comme le nombril du monde, mais comme l'étalon d'une civilisation policée et éclairée, mais qui a sombré. Ce naufrage à étapes qu'accompagne à plusieurs reprises la métaphore du Titanic, le monde arabe emporte sa part de responsabilité aux yeux de l'auteur, ce qui contraste avec les discours d'hier accusant par automatisme la colonisation ou l'impérialisme de tous les maux. L'essai fourmille de formules soulignant l'évolution pernicieuse des sociétés contemporaines, le sens du commun ayant sombré, voilà que prévaut, je cite, l'égoïsme sacré des tribus, des individus et des clans. Fin de citation. Désormais, contrairement aux outils du quotidien, les valeurs partagées se font rares. Je cite, de plus en plus de facteurs qui fragmentent et de moins en moins de facteurs qui cimentent. Fin de citation. L'académicien venu du Liban s'est fait historien à la fois du Proche-Orient et du monde contemporain, mais aussi styliste et moraliste. Raphaël Glucksmann, essayiste, publie Les enfants du vide, de l'impasse individualiste au réveil citoyen,
un livre indubitablement socialiste, à la fois diagnostic critique du monde tel qu'il va et esquisse de projets politiques. Il démontre ainsi, en porte-parole d'une génération nouvelle, que cette doctrine, dont on a 100 fois annoncé la mort, produit encore des idées, des projets et un espoir. Une république dotée d'un projet, c'est ce qui manque si souvent aux progressistes. Glucksmann en donne l'esquisse. Un nouveau combat social tablant sur la radicalisation de la démocratie. Seul remède au discrédit des élites, une stratégie écologique enfin cohérente avec l'urgence climatique, une marche progressive vers le revenu universel, longue par nature, mais qu'il convient justement d'entamer rapidement. Un pacte girondin qui rapproche le citoyen des pouvoirs. Raphaël Glucksmann n'est pas seulement un observateur, il se veut aussi acteur de la scène publique. Après tout, en démocratie, il ne suffit pas de parler, il faut aussi agir.